Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la hernie discale lombaire. Voilà, c'est un sujet qui touche pas mal de personnes. Si vous suivez mes vidéos, peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous concerne. Peut-être que vous avez déjà passé une IRM du rachis et qu'on vous a trouvé sur le compte rendu une hernie discale lombaire, en L4, L5 ou L5S1. Peut-être que vous vous posez des questions là-dessus. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions ici dans cette vidéo. On va parler des causes, on va parler des symptômes, on va parler solutions et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai également des idées d'exercices que vous allez pouvoir faire depuis chez vous. Mais juste avant de commencer, deux petites choses. La première, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucun prochain contenu. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter privée, je vous invite également à le faire. J'y partage régulièrement des conseils, des astuces et des protocoles complets que je réserve uniquement à mes inscrits newsletter. Donc voilà, le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc reprenons. Déjà pour comprendre ce qu'est une hernie discale, il faut déjà avoir quelques notions d'anatomie. Donc déjà, c'est quoi un disque intervertébral? Alors pour faire simple, c'est la structure qu'on a entre les vertèbres. C'est souvent décrit comme un amortisseur, et donc c'est vrai qu'il a un rôle d'amortissement entre les vertèbres, mais c'est aussi une structure essentielle à la mobilité, à la flexibilité de la colonne vertébrale. Donc ce disque intervertébral, il est composé de trois éléments. On en décrit tout le temps deux, mais en fait il y en a trois. Donc il y a l'anneau fibreux qui sert à tenir un petit peu tout en place, qui a un rôle un peu de ligament actif, qui limite un peu les mouvements dans toutes les directions. On a la partie centrale, qui est le nucleus pulposus, ou le noyau pulpeux, si on fait la traduction française, qui est une structure un peu gélatineuse, qui est riche en eau, et qui a des propriétés qui ressemblent plutôt à un liquide en fait, avec des propriétés incompressibles. C'est-à-dire que quand on essaie de le comprimer, on n'y arrive pas. C'est justement cette structure-là qui a vraiment le rôle d'amortisseur. C'est grâce à ces propriétés incompressibles que le noyau va bien répartir les contraintes mécaniques sur l'ensemble du disque. Et enfin, on va avoir les plateaux vertébraux. Donc ça, c'est la petite couche de cartilage qui est entre le disque et la vertèbre. Et ça fait partie du disque, ça ne fait pas partie de la vertèbre. En fait, ces plateaux vertébraux, c'est ce qui permet en fait au disque de pouvoir s'articuler en douceur avec les vertèbres. Et ce sont ces plateaux qui assurent la connexion entre les vertèbres et les disques et qui vont permettre de stabiliser la colonne et aussi amortir un peu les impacts. Donc si on résume le disque intervertébral, il est composé de l'annulus, du nucléus et des plateaux vertébraux. Donc voilà en gros les structures qu'on va avoir dans le disque. Maintenant, une information importante à savoir à propos des disques, il faut savoir que plus on vieillit, plus le nucléus, le noyau, aura tendance à se déshydrater. Alors, dans une certaine mesure, ça va rester quand même une structure qui est relativement gélatineuse. En tout cas, s'il n'y a pas de pathologie, ça va rester gélatineux. Mais avec le temps, il faut savoir que le noyau sera un peu moins bien hydraté. Donc on peut voir ça un petit peu comme une éponge. Ça va faire un peu comme une éponge qui s'assèche avec le temps. Voilà, elle devient moins spongieuse, une éponge un petit peu plus solide, qui est un peu séchée et qui commence à être un peu plus sèche tout simplement. C'est un phénomène qui est naturel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le disque, c'est une structure qui est un petit peu innervée, donc qui est capable de transmettre de la nociception, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs qui sont capables de détecter des stimulations importantes, d'être interprétés par notre système nerveux comme étant un danger potentiel ou un problème, et donc potentiellement déclencher des douleurs dans certains cas. C'est pour ça que ça reste malgré tout un facteur de douleur dans le panel de facteurs de risque qu'on peut avoir au niveau des douleurs de dos pour les patients. Voilà, on sait que c'est un facteur de risque, ce n'est pas la source, la cause. Il y a de nombreuses autres sources de douleurs, mais c'est un facteur potentiel participatif à prendre en compte. Et bien entendu, le disque, c'est une structure qui est capable de donner certains types de pathologies. Et donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur la hernie discale. Et donc, on va parler de la hernie discale lombaire, donc L4, L5, L5S1. Maintenant, d'un point de vue des pathologies, grosso modo, on a deux grandes familles de pathologies discales qui sont observables à l'IRM. On a tout ce qui va être la famille des hernies discales, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et on a aussi ce qu'on appelle les dégénérescences discales. Donc avant de parler des hernies discales, on va juste faire un point sur la dégénérescence discale et voir la différence avec les hernies. Donc, la dégénérescence discale, ce n'est pas forcément un terme que j'affectionne particulièrement parce que c'est un terme qui est un peu fourre-tout, où on met plein de trucs dedans. Et d'ailleurs, la hernie discale, parfois, ça rentre dedans, alors que pour moi, c'est quelque chose qui est différent. Donc, c'est quoi la dégénérescence discale? C'est en fait le disque
qui a un petit peu activé son mode autodestruction. En fait, la dégénérescence, c'est un problème de dérégulation du métabolisme qu'on a au niveau du disque. Donc, normalement, dans une situation parfaite, les cellules du disque, elles vont produire du collagène et des protéoglycanes pour maintenir la structure et la fonction du disque. Donc, ces protéoglycanes, c'est ce qui va aider le disque à rester hydraté en retenant l'eau. Le problème, c'est que lors de la dégénérescence discale, eh bien, le métabolisme du disque, le métabolisme cellulaire, il va être altéré et les cellules du disque, elles vont commencer à produire ce qu'on appelle des métalloprotéinases. Donc en fait, ce sont des enzymes qui vont dégrader les composants du disque, comme le collagène et les protéoglycanes. Et en les détruisant, ces métalloprotéinases, ils vont diminuer la capacité du disque à retenir l'eau. Donc le disque va se déshydrater progressivement, ce qui va entraîner une réduction, une perte de souplesse, une perte d'élasticité. Et cette déshydratation, elle va réduire également la capacité du disque à jouer son rôle d'amortisseur entre les vertèbres. Et donc, au fur et à mesure, le disque va perdre de l'eau, il se déshydrate plus rapidement que la normale, et surtout, comme il n'a plus l'eau qui permet ce côté amortisseur, il va commencer à s'aplatir, il va perdre un petit peu en hauteur, il va s'étaler, ça on le voit bien sur l'IRM, et donc le nucléus, le noyau, il va commencer un petit peu à bomber sur les côtés, il va bomber de manière un petit peu circonférentielle. Donc ça, c'est le bombement discal, c'est le bombement dégénératif. Ça fait partie, c'est pour la dégénérescence discale. Maintenant, la hernie discale, c'est un phénomène qui est un petit peu différent. Si on regarde la définition même d'une hernie discale, si on veut être précis sur les termes, eh bien en fait, on définit une hernie discale par un déplacement local de matériel discal en dehors de l'espace intervertébral. Donc le matériel discal, ça désigne le noyau, le cartilage, les fragments d'os et le tissu annulaire. Donc lorsqu'on a une hernie, on va visualiser un déplacement plus ou moins important de ce matériel discal. Donc ça fait très scientifique dit comme ça, mais en fait, il faut imaginer que si on fait un cylindre qui est matérialisé par toutes les vertèbres, normalement le disque il doit être contenu dans ce cylindre-là, il ne sort pas en dehors de ce cylindre. Donc un déplacement en dehors de cet espace-là, on peut considérer ça comme une hernie discale si le déplacement est local, c'est-à-dire si le déplacement fait moins de 25% de la périphérie du disque. Ça, c'est un critère. C'est un peu le critère de définition de hernie discale. Donc, si on simplifie, la hernie discale, finalement, c'est quoi? C'est un tout petit bout de disque qui sort. Ce n'est pas le disque qui s'étale, ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle un bombement discal. La hernie discale, c'est un petit bout de disque qui sort et qui doit faire moins de 25% de la circonférence du disque. Ensuite, ce qu'il faut savoir, après dans la hernie discale, c'est qu'il y a plusieurs familles de hernie discale. Donc il y a les protrusions discales, il y a les extrusions discales et il y a les séquestrations discales. Il y a vraiment toute une catégorie de hernie discale et ça, en fait, ça va dépendre de leur forme. Si on regarde la protrusion discale, dans ce cas, on constate une légère excroissance avec un petit déplacement relativement faible du matériel discal. L'extrusion discale, le matériel discal forme une partie plus isolée du disque de base. Et la séquestration, là c'est le stade un petit peu plus avancé. Là, le matériel discal, il a perdu toute connexion avec le disque d'origine. Et voilà, c'est ça la séquestration discale. Chose importante à souligner par rapport à ce que je viens de dire là, la protrusion discale, l'extrusion discale, la séquestration, ce ne sont pas forcément différentes étapes de la hernie discale. Ce sont juste différents types de hernie discale. Ça veut dire qu'avoir une protrusion ne détermine pas forcément qu'on va avoir une extrusion qui va ensuite aller vers la séquestration. Donc il peut y avoir un continuum. Pour aller à la séquestration, il faut passer par l'extrusion et par la protrusion sans doute. Mais on peut tout à fait s'arrêter à la protrusion ou s'arrêter à l'extrusion. Voilà, je pense que c'est important de le souligner. Ce n'est pas parce que vous avez une protrusion que vous allez aller vers la séquestration. Donc encore une fois, il ne faut pas être catastrophiste avec les imageries. C'est des choses qu'on voit sur les imageries, notamment l'IRM. Quand on voit une protrusion discale, il ne faut pas penser forcément qu'on va aller vers du pire. Et au contraire, on sait même que la probabilité de résorption générale des hernies discales, elle est même meilleure plus la hernie est vilaine entre guillemets à l'imagerie. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant qu'on a dit ça, il faut aussi comprendre plusieurs choses importantes à propos des hernies discales. Déjà, première chose, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Et c'est même une des dégradations les plus courantes de la colonne vertébrale. Donc c'est quelque chose qui fait souvent peur, qu'on retrouve très régulièrement sur les comptes rendus d'imagerie médicale. Quand on ne sait pas bien ce que c'est quand même assez anxiogène.
Mais je voudrais que vous compreniez au travers de cette vidéo que c'est une condition qui n'est sûrement pas aussi grave que ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, pour vous en convaincre, je vais vous parler d'une étude. C'est une étude dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, qui a fait quand même pas mal parler ces dernières années, qui est assez connue maintenant. Mais si vous n'avez jamais entendu parler, je vais vous en reparler ici. C'est l'étude Brinjiji. Donc, les personnes qui sont à l'origine de cette étude, ils ont découvert en fait que beaucoup de gens présentaient des anomalies discales dans leur colonne vertébrale à l'IRM, même s'ils n'avaient pas mal au dos. En fait, ils ont fait passer des IRM à des gens qui n'avaient pas de douleur, qui n'avaient pas mal au dos, et ils se sont aperçus qu'une grande partie de ces gens avaient des anomalies discales. Par exemple, plus d'un tiers des personnes jeunes avaient déjà des signes de hernie discale, de bombement discal, de dégénérescence discale, et ce pourcentage augmentait avec l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir une anomalie à l'IRM, comme une hernie discale, ça ne veut pas toujours dire que la personne va forcément avoir mal. Certaines personnes ont des anomalies, mais elles ne ressentent pas de douleur, comme ça a été montré dans l'étude. Donc, une IRM qui montre un problème, ça ne suffit pas à elle seule à expliquer pourquoi vous avez mal au dos ou pourquoi quelqu'un a mal au dos. En gros, on peut avoir des disques abîmés sans ressentir de douleur, et toutes les anomalies visibles à l'IRM ne provoquent pas forcément de douleur. Tout ça pour vous dire que la hernie discale n'est pas une cause de douleur, mais c'est plus un facteur de risque à prendre en considération. Donc à ce sujet-là, j'ai récemment fait une vidéo sur l'IRM, sur les potentiels problèmes que peuvent poser l'IRM dans un contexte de mal de dos chronique. Pourquoi dans certains cas c'est un examen d'imagerie qui n'est pas toujours bien prescrit ou pas toujours bien interprété et qui peut poser différents problèmes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai les liens quelque part dans la description de la vidéo. Maintenant, revenons à la hernie discale. On va parler des causes, des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque de la hernie discale? Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, dans les facteurs que l'on sait corrélés au risque d'avoir une hernie discale, le facteur prédisposant majoritaire, c'est la génétique, c'est l'hérédité. On sait que lorsque vous avez un parent ou quelqu'un de votre famille proche, votre père, votre frère, votre sœur qui va avoir une hernie discale, vous, votre probabilité d'en avoir une est multipliée par 3 à 5. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est non négligeable, la génétique, et ça, on sait que c'est le facteur numéro 1. C'est important de préciser quand même une chose, c'est pas parce que c'est le facteur numéro 1, que c'est le facteur majeur, la génétique, qu'il n'y a rien à faire, ou que vous êtes foutu parce que vous avez une génétique défavorable, ou au contraire que vous êtes invincible si vous avez une bonne génétique. Non. Il faut comprendre que pour que la génétique s'exprime, il faut quand même se mettre dans un environnement qui permette à la génétique de s'exprimer. Donc oui, la génétique, c'est le facteur numéro 1, mais heureusement, ça peut être quand même contrebalancé par ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas dans vos journées. Ensuite, le deuxième facteur le plus important, ça va être quoi? Ça va être l'âge. On sait que le vieillissement, c'est un facteur de risque important d'apparition de hernie discale. Avec le temps, les disques intervertébraux, ils perdent en eau, ils deviennent moins flexibles. Ça les rend plus vulnérables aux fissures et aux ruptures et donc à l'apparition d'hernie discale. Et ce qu'on remarque aussi dans les faits, c'est qu'il y a une tranche d'âge où les hernies discales sont un petit peu plus fréquentes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément les personnes les plus âgées qui sont les plus à risque de faire des hernies discales. Ce qu'on remarque, c'est que les hernies discales, c'est plutôt un problème de milieu de vie. Et la tranche la plus, où il y en a le plus, où il y a un pic d'hernie discale, elle se situe plutôt entre 35 et 45 ans, voilà, autour de la quarantaine. C'est ça vraiment le pic où on retrouve le plus de hernie discale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de hernie discale avant ou qu'on ne peut pas en faire après, mais disons que c'est la tranche d'âge, c'est là où il y a le plus de risque d'en faire. Avant 30-35 ans, on peut en faire, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent, parce que le disque a des propriétés qui font que tout simplement, on est moins à risque. Et après 45 ans, après 50 ans, il y a aussi des propriétés qui font qu'on est un petit peu moins à risque. Voilà, donc retenez simplement ça, c'est que les propriétés mécaniques et biologiques du disque évoluent en fonction de la vie. Et il y a un moment où il y a une combinaison qui fait qu'on est plus à même de faire des hernies discales. Et cet âge-là, c'est entre 35 et 50 ans. Ensuite, si on revient aux facteurs de risque, il y a aussi des facteurs d'hygiène de vie qui vont être corrélés. Par exemple, on sait que le tabac, c'est un facteur de risque important. On sait que le tabagisme, ça va déclencher une inflammation circulante. On sait que la nicotine va interférer aussi avec la capacité des disques à absorber les nutriments nécessaires pour maintenir leur bonne santé. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger.
Également, il y a aussi l'obésité, le surpoids. C'est non seulement un facteur de risque mécanique pour la hernie discale, mais c'est également associé à un état inflammatoire chronique qui va contribuer à la dégénérescence des disques intervertébraux. Et en parallèle, on sait que cet état inflammatoire, eh bien, il peut aussi augmenter la sensibilité à la douleur. Autre facteur de risque, mais dans une moindre mesure, ou en tout cas moins important que ce qu'on pourrait penser, il y a également les contraintes ou les efforts inadaptés du quotidien. Mais de manière contre-intuitive, ça n'explique qu'une faible part d'hernie discale. Si on regarde les graphiques, voilà, dans les études qui sont faites sur le sujet, souvent, ça ne remplit qu'une petite part d'apparition d'hernie discale. On peut dire que les sursollicitations elles vont participer à l'usure des disques, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser si on regarde les graphiques qui sont faits sur le sujet. Et à côté de ça, quand on regarde aussi les études qui sont faites sur le sujet, on se rend compte aussi que malgré les connaissances existantes sur la hernie discale, eh bien, on voit bien qu'il existe encore de nombreuses zones d'ombre et qu'il y a de nombreux facteurs qui sont encore inconnus ou mal compris et qui peuvent influencer le développement d'hernie discale. Donc sans doute qu'il y a d'autres facteurs, des facteurs par exemple chimiques qui viennent interférer, qui viennent favoriser la probabilité de déclencher une hernie discale. Mais voilà, les recherches sont encore en cours sur ce sujet-là. Et sans doute qu'on va continuer d'en apprendre encore plus dans les prochaines années. Maintenant, quels sont les symptômes d'une hernie discale lombaire? Une hernie discale lombaire, ça peut déclencher des symptômes, ça peut aussi être asymptomatique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas ressentir de douleur ou de symptômes. En tout cas, cette hernie discale lombaire, elle peut se manifester différemment d'une personne à une autre. En fonction de l'étage lombaire déjà qui est touché, sachant que classiquement, on a souvent des hernies discales qui sont situées entre la vertèbre L4, L5 ou L5, S1. Et si la hernie discale donc est symptomatique, eh bien, elle va déclencher des douleurs de type lombalgie, des douleurs dans le bas du dos. Donc ça peut être d'un seul côté, ça peut être des deux côtés, ça c'est assez variable. La douleur, elle peut aussi être accompagnée d'une douleur type sciatique, c'est-à-dire une douleur qui vient se propager le long de la fesse, au travers de la fesse, qui peut descendre éventuellement dans le membre inférieur. En fonction de l'étage qui est touché, ça peut être une sciatique ou une cruralgie, c'est-à-dire une douleur plutôt à l'avant de la cuisse. Cette douleur, elle peut être continue, elle peut aussi être tronquée, c'est-à-dire qu'elle peut occuper une partie de la jambe, faire une petite pause et occuper un autre bout de la jambe. Vous pouvez aussi ressentir des choses un petit peu plus inhabituelles comme des sensations de brûlure, des engourdissements, des picotements, des décharges électriques sur le trajet du nerf sciatique, donc allant du dos jusqu'en bas du membre inférieur. Mais encore une fois, je le répète, votre hernie discale lombaire, elle peut aussi tout à fait être asymptomatique. Donc ce n'est pas parce que vous avez une hernie discale que vous allez forcément avoir des douleurs. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez ce type de douleur que vous avez forcément une hernie discale. Ce n'est pas forcément corrélé. Maintenant, d'un point de vue de l'hernie discale, on me pose aussi quand même pas mal de questions concernant la résorption de l'hernie discale. Est-ce qu'une hernie discale peut se résorber? Si oui, comment? Peut-on résorber une hernie discale avec des techniques particulières? Eh bien, il faut savoir que lorsque vous avez une hernie discale, déjà, il va se produire au début, lorsque vous avez vos symptômes, une réaction inflammatoire. Consécutivement à cette réaction inflammatoire, on va avoir une réaction immunitaire qu'on appelle primaire. Et lors de cette réaction immunitaire, on va avoir plein de médiateurs chimiques et également l'intervention de cellules immunitaires, donc ce qu'on appelle les macrophages. Et ces macrophages, grâce à des réactions un petit peu complexes, eh bien, ils vont détecter la hernie discale et ils vont la détecter comme étant un peu un corps étranger. Et du coup, cette réaction immunitaire, elle va être dirigée contre cette hernie discale avec un phénomène qu'on appelle phagocytose, c'est-à-dire que les macrophages eh bien, vont venir en quelque sorte grignoter la hernie discale. Et c'est cette réaction immunitaire qui va permettre de résorber la hernie. Donc du coup, oui, la résorption de la hernie discale, c'est un phénomène qui est possible, qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai que par résorption de l'hernie discale, parfois, ce mot résorption, il peut porter à confusion. On peut parfois comprendre ou interpréter soit que l'hernie, elle va disparaître, soit que l'hernie, elle va venir réintégrer le disque intervertébral. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça, c'est un peu une idée reçue. La hernie, elle ne va pas être réintégrée à l'intérieur de votre disque intervertébral, comme on peut parfois le lire ou l'entendre, mais elle va être plutôt grignotée en quelque sorte par votre système immunitaire. Petite parenthèse à ce sujet, on m'a déjà posé la question, est-ce que certains appareils peuvent être efficaces pour résorber une hernie discale? La réponse est non.
C'est vrai qu'il existe certains appareils qu'on peut voir ici et là sur Internet, des appareils, on va dire, grand public de traction vertébrale, qu'on peut retrouver voilà, sur Internet, qui peuvent annoncer ce genre de promesses, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Donc je ne dis pas que ces appareils ils ne servent à rien. Ça peut avoir un impact éventuellement sur le soulagement des douleurs, mais d'un point de vue de la hernie discale, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça avait une action sur la résorption de la hernie discale. En revanche, oui, la traction vertébrale, ça peut être intéressant du point de vue du soulagement des douleurs. Moi-même, je propose des exercices de traction, mais avec bande élastique, parce que je trouve que ça a un intérêt d'un point de vue des symptômes, du soulagement des symptômes. Mais encore une fois, d'un point de vue de résorption de la hernie discale, bien, il n'y a aucune validation scientifique. Il y a quelques ébauches d'études qui prétendent qu'on pourra avoir une résorption, mais la majorité des études vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose que l'on ne peut pas valider scientifiquement. Donc, pour en revenir à ce processus de résorption, c'est un processus qui est tout à fait possible, qui est tout à fait naturel, et qui va se produire avec le temps, c'est-à-dire que spontanément, votre corps il va s'occuper de votre hernie discale. Il y a d'ailleurs de nombreuses études qui montrent que spontanément, la hernie discale, dans la majorité des cas, elle aura tendance à se résorber partiellement, voire totalement. Et mieux, les études qui sont faites sur le sujet, elles montrent que plus une hernie discale est volumineuse et migrée, c'est-à-dire qu'elle perd en contact avec le disque intervertébral, et plus elle aura de chances de se résorber rapidement. Donc pour vous donner une idée, avec quelques chiffres concrets issus de certaines études, donc notamment les études de Wang et de Zhong, qui montrent des résultats intéressants sur la guérison des hernies discales. Pour vous donner quelques chiffres, pour les protrusions discales, c'est-à-dire quand le disque sort un petit peu de sa place, eh bien on sait qu'environ 41% de ces cas se rétablissent tout seuls. Dans le cas des extrusions, où le disque sort un petit peu plus davantage, 70% des personnes voient leur hernie s'améliorer sans traitement et 15% des cas guérissent complètement. Et pour les séquestrations, qui sont les cas, on va dire, les plus importants où un morceau de disque se détache, et bien dans ce cas-là, 96% des personnes voient leur état s'améliorer tout seul et 43% guérissent complètement. Donc ces chiffres sont intéressants à évaluer parce que ça montre que beaucoup de personnes peuvent résorber leur hernie discale sans intervention médicale. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est positif, qui est bien à savoir. Mais tout cela pour vous dire quoi? Que la hernie discale, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Parce que d'abord, la majorité ne sont pas symptomatiques, encore une fois je le rappelle, et parce que dans la majorité des cas, les hernies discales vont se résorber d'elles-mêmes spontanément avec le temps. Donc on voit bien que dans énormément des cas, eh bien, l'opération chirurgicale, elle n'est pas forcément nécessaire. Alors bien sûr, certaines hernies peuvent être plus graves et nécessiter une chirurgie, mais cela reste rare et cela reste dans certains cas particuliers. D'ailleurs, maintenant on va répondre à la question, faut-il se faire opérer et dans quel cas faut-il se faire opérer? Donc la chirurgie de hernie discale, ce n'est pas quelque chose qui doit être systématique. Généralement, on n'opère que dans certaines situations bien spécifiques. Par exemple, si vous présentez certains signes, certains symptômes un petit peu d'urgence, d'alerte. Donc quels sont ces signes? Eh bien, par exemple, si vous avez une sciatique associée à une incontinence urinaire ou fécale, ou une incapacité à uriner ou à évacuer les selles, c'est un signe d'intervention chirurgicale d'urgence. Si vous avez également un engourdissement ou une perte de sensation dans la région du périnée, c'est-à-dire la région entre les jambes, incluant les organes génitaux, l'intérieur des cuisses ou l'anus, là encore c'est un signe de chirurgie, d'intervention chirurgicale d'urgence. Également, si vous présentez une faiblesse musculaire grave dans les jambes ou si vous avez du mal à relever le pied ou à tenir debout sur la pointe des pieds, là aussi c'est une situation où ça nécessite une intervention chirurgicale d'urgence. Voilà, si ces symptômes apparaissent, c'est important d'agir rapidement parce qu'une intervention rapide est souvent nécessaire pour éviter des dommages au niveau des nerfs. Mais encore une fois, je le rappelle, ces signes-là, ils sont relativement rares. Ils sont systématiquement cherchés par les professionnels de santé lorsque vous consultez un kinésithérapeute, un ostéopathe. Il faut savoir que c'est de l'ordre de 5% des cas, c'est quelque chose qui est relativement rare, ce type de situation. Et enfin, dernière situation où la chirurgie peut être envisagée, eh bien, c'est lorsque l'ensemble des traitements classiques conservateurs ne vous ont pas permis de soulager suffisamment vos douleurs et de retrouver une autonomie dans votre vie quotidienne. Donc dans ce cas-là, votre médecin il pourra vous orienter vers un spécialiste qui viendra
évaluer votre situation et qui viendra vous donner son avis sur l'intérêt ou non d'une intervention chirurgicale dans votre cas spécifique. Mais voilà, il faut quand même savoir que dans les hernies discales lombaires, il y a quand même 80 à 90% des patients qui sont nettement soulagés, voire soignés sans chirurgie. Donc voilà, la chirurgie, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcément nécessaire, bien au contraire. Maintenant, je voulais aussi aborder la question des hernies discales dans le travail. On me pose régulièrement des questions à ce sujet-là, et je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant de parler aussi de ça. Peut-on travailler avec une hernie discale? Est-il possible de travailler avec une hernie discale? En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que certains facteurs dans votre environnement de travail peuvent exacerber les symptômes. Donc il faut être capable d'identifier ces facteurs-là, de les passer un petit peu en revue, de les prendre en compte pour évaluer si oui ou non votre travail risque de contribuer à l'aggravation de votre état ou non. Donc dans la grande majorité des cas, quand même, l'hernie discale ne signifie pas la fin de votre carrière professionnelle, même si malheureusement parfois, eh bien, certaines personnes devront reconsidérer ou considérer plutôt une reconversion professionnelle parce que leur travail est peut-être trop exigeant. Mais ça, on va voir dans quel cas il faut envisager ça. Sachez que quand même, dans la plupart des cas, il est tout à fait possible de retourner au travail en faisant certains ajustements une fois que les symptômes ils sont contrôlés. Mais comprenez que quand on a une hernie discale symptomatique, il peut être parfois nécessaire d'adapter son poste de travail pour éviter d'aggraver les douleurs ou en tout cas de surmener son dos. Donc par exemple, si vous avez du mal à rester debout longtemps à cause de la douleur dans la jambe, mais que votre travail vous l'impose, il peut être utile de peut-être voir avec votre employeur des aménagements possibles, comme avoir un poste où vous pouvez alterner entre la position assise et la position debout. Vous pouvez aussi, si votre travail implique de soulever des objets lourds et que ça représente un problème pour vous, vous pouvez demander à pouvoir utiliser peut-être des équipements d'aide ou de demander à réduire la charge que vous pouvez porter. Dans certains cas, c'est possible aussi d'éviter complètement ce type de tâches en parlant avec votre employeur. Vous pouvez demander à réorganiser votre espace de travail. Dans certains cas, vous pouvez peut-être demander à reprendre le travail à temps partiel ou de travailler quelques heures par jour ou de répartir vos journées pour que votre corps s'habitue petit à petit à pouvoir reprendre de manière normale. Ça peut être envisagé pour éviter un arrêt trop prolongé et aussi pour respecter vos limites, vos capacités physiques, corporelles. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est essentiel de communiquer ouvertement avec votre employeur sur vos difficultés, sur vos besoins, parce que c'est important d'expliquer vos limitations et de voir avec lui ce qui peut être fait pour alléger votre charge de travail, pour soulager votre dos. Alors bien sûr, peut-être que dans certains cas, ce ne sera pas possible, et dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra envisager de changer de travail ou une reconversion. Maintenant, on va voir, concernant la hernie discale, est-ce que c'est reconnu comme une maladie professionnelle? Je vois aussi quand même pas mal de questions à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'une maladie déjà professionnelle? Eh bien, une maladie est dite professionnelle si elle résulte des conditions dans lesquelles la personne qui est salariée exerce de façon habituelle son activité en étant exposée à un risque physique. Et on peut dire que la hernie discale, elle est reconnue comme maladie professionnelle, mais sous certaines conditions. Et ces conditions, elles sont précisées, pour ceux qui vivent en France, sur le site de l'INRS, dans certains tableaux, donc les tableaux 97 et 98 du régime général relatif aux affections chroniques du rachis lombaire. Donc, de manière globale, on estime que pour que la hernie discale soit reconnue comme maladie professionnelle, il faut un délai de prise en charge inférieur à 6 mois, si vous avez par exemple une sciatique. Il faut que cette sciatique, elle provienne d'une hernie discale L4-S5 ou L5-S1 et qu'on observe une atteinte concordante, c'est-à-dire que des symptômes qui vont longer souvent l'arrière de la cuisse, ou encore si vous avez une cruralgie, donc des douleurs à l'avant de la cuisse, il faut que cette cruralgie elle provienne d'une hernie discale L2, L3, L3, L4 ou encore L4, L5. Voilà, il y a des critères. Parmi les autres critères, il faut également que votre travail soit susceptible de provoquer cette hernie discale. Donc, par exemple, un travail qui demande de porter des charges importantes, de faire de la manutention de charges, ou bien un travail qui expose à des vibrations de basse et de moyenne fréquence. Bref, il y a des critères comme ça que vous pouvez aller retrouver sur le site de l'INRS pour avoir plus de détails. Mais sachez que si vous estimez que votre travail est responsable de votre hernie discale,
Sachez qu'il y a des démarches à suivre pour faire reconnaître votre condition comme maladie professionnelle. Voilà, il faudra d'abord consulter votre médecin. Il va vous faire passer, va vous donner un diagnostic. Il va vous donner un arrêt de travail en rapport avec votre pathologie et il faudra ensuite remplir certains formulaires pour compléter votre dossier et pour avoir une décision qui va dans ce sens-là. Maintenant, au niveau du sport, quel sport peut-on pratiquer quand on a une hernie discale et quels sports sont à éviter? J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je souhaitais en parler également quand même dans cette vidéo. Donc l'hernie discale, qu'elle soit lombaire ou même qu'elle soit cervicale, comprenez qu'elle ne représente pas en elle-même une contre-indication au sport ou à la pratique d'une activité physique, que ce soit n'importe quel sport, la musculation, celui que vous voulez. Après, évidemment, si vous êtes dans une période où votre dos est très sensible, où votre dos est très douloureux, voire même très inflammatoire, eh bien, ça peut être intéressant de moduler les exercices ou l'activité physique que vous faites, ou en tout cas d'adapter ça. Mais encore une fois, retenez que le disque s'adapte, que le disque cicatrise, et il faut simplement trouver une activité ou un sport ou des exercices qui n'aggravent pas vos symptômes, et même mieux, des activités qui vous soulagent et qui vous font du bien. Et donc, pour répondre à la question quel sport peut-on pratiquer, eh bien, retenez qu'aucun sport n'est fondamentalement bon ou mauvais, aucun sport n'est parfait. Selon moi, le critère le plus important de l'activité physique que vous allez choisir de pratiquer, c'est la progressivité. Par exemple, si vous choisissez la course à pied, mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucune contre-indication à la course à pied si vous avez une hernie discale. Simplement, si vous avez le dos un peu sensible, eh il faudra simplement adapter vos sorties running, il faudra adapter votre entraînement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on entend souvent que la course à pied, ça va venir tasser les disques intervertébraux par la compression, c'est mauvais pour les disques. Eh bien ça c'est faux, c'est même l'inverse. On sait que les cellules qu'on a dans le disque, ce sont des cellules qui s'adaptent très bien à une forme de pression, à une pression raisonnée. Et ces cellules, elles sont activées par la pression, c'est-à-dire que quand vous courez, les cellules de vos disques, elles vont subir une certaine forme de pression tout simplement. Et elles aiment bien ça, et elles vont se mettre à travailler quand vous les exposez progressivement à ce type de contraintes. Et au contraire, quand il n'y a pas de contraintes, ces cellules du disque, elles ne travaillent pas, ou elles travaillent moins bien. Donc en fait, il faut qu'il y ait une forme d'activité, il faut qu'il y ait une forme de contrainte, que ce soit courir, que ce soit marcher, que ce soit sauter. Clairement, ça va aider vos disques intervertébraux, dans la mesure où c'est fait de manière progressive et de manière raisonnée, encore une fois. Maintenant, sur la question des autres sports, on entend aussi parfois que quand on a mal au dos ou quand on a une hernie discale, il faut faire de la natation. Est-ce que parce que vous avez mal au dos, vous devez faire la natation? La réponse est non. Si la natation, c'est votre plaisir, c'est votre kiff, ben, c'est très bien, allez-y. Mais sinon, rien ne vous oblige forcément à devoir aller nager parce que vous avez mal au dos ou parce que vous avez une hernie discale. Surtout si vous n'aimez pas ça. Non. Donc, peu importe l'activité que vous choisissez de faire, retenez à chaque fois que déjà tous les muscles de votre dos ils vont être sollicités. Il n'y a pas un sport où vos muscles du dos ne sont pas sollicités. Et surtout, à mon sens, tous les sports sont OK tant que vous êtes capable de vous y préparer et tant que vous êtes capable de récupérer à côté. Voilà, donc je pense sincèrement qu'il n'y a aucun mauvais sport. Je pense qu'il y a plutôt plus des mauvaises pratiques sportives. Il y a plus des pratiques sportives ou des habitudes plutôt à corriger pour éviter de se blesser, pour éviter d'en faire trop et trop d'un coup, surtout si vous avez le dos un peu sensible ou si vous avez le dos qui vous pose problème régulièrement. Donc finalement, ce que je vous préconise, c'est peu importe le sport que vous pratiquez, c'est plutôt de mettre en place des stratégies pour vous y préparer et pour vous aider à mieux récupérer de la pratique sportive que vous allez choisir de faire, tout ça pour prévenir la survenue des douleurs. Et justement, maintenant on va parler traitement, on va parler de quelle est la conduite à tenir quand vous avez une hernie discale lombaire et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc dans cette section de la vidéo, on va voir des solutions et on va voir également quelques propositions d'idées d'exercices. Donc déjà, la première chose que vous devez faire, c'est de continuer de bouger, c'est de rester en mouvement quand on a une hernie discale, qu'elle soit lombaire ou cervicale. C'est-à-dire casser l'habitude de rester immobile trop longtemps, de rester dans la même position, souvent la position assise, parce que ça entraîne des tensions, ça entraîne des adhérences, ça entraîne des compressions au niveau des disques intervertébraux, potentiellement des racines nerveuses. Donc, comme dans tous les maux de dos, que ce soit les discopathies, l'arthrose, les hernies discales, le repos complet, total, où vous restez alité, ça, c'est à proscrire. Donc, bien sûr, si vous êtes dans une phase aiguë de douleur ou si vous êtes dans une période de crise et que vous avez des douleurs relativement intenses,
Vous pouvez bien sûr prendre quelques jours de repos, mais de façon générale, il faut continuer de bouger. Donc bouger, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire avoir une activité minimale quotidienne, prendre soin de votre corps, faire quelques petits mouvements, comme par exemple ceux qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Mais idéalement, bougez régulièrement, levez-vous, mobilisez vos articulations, allez simplement marcher pour entretenir une forme minimale de mouvement quotidienne. Deuxième action que je vous recommande, c'est de vous focaliser régulièrement sur une respiration ample et profonde. Donc ça peut être fait durant vos pauses, ça peut être fait pendant que vous travaillez, mais l'idée c'est de respirer avec le ventre plusieurs fois dans votre journée de façon consciente. Ce qu'il faut comprendre avec la respiration, c'est que à cause des rythmes soutenus qu'on a dans nos journées, à cause des potentiels aussi déséquilibres musculaires qu'on a accumulés autour des muscles du dos, autour des lombaires, autour du bassin, autour des hanches, eh bien on peut avoir un schéma respiratoire qui est modifié, qui est perturbé. Et lorsque ce schéma respiratoire il est altéré, mais ça va encore plus accentuer la surutilisation des muscles autour des vertèbres lombaires, du dos, et ça va favoriser encore plus les compressions et éventuellement au niveau des racines nerveuses. Mais aussi et surtout, lorsque le schéma respiratoire est perturbé, vous allez aussi avoir une augmentation de la sensibilité à la douleur. Et donc, en étant capable de calmer votre respiration et en le faisant fréquemment dans votre journée, mais vous allez pouvoir comme ça diminuer votre sensibilité à la douleur. Donc, comment travailler sur sa respiration de façon simple? Vous pouvez faire ça en étant assis à votre bureau, vous mettez une main sur votre thorax, une main sur votre abdomen, vous prenez une inspiration sur un tempo de 4-5 secondes, vous bloquez votre respiration, puis vous soufflez. Lors de la phase d'inspiration, vous devez bien penser à gonfler d'abord le ventre, puis ensuite la coche thoracique qui s'expand avec les côtes qui s'expandent. Puis quand vous soufflez avec la bouche sur un tempo de 4 à 5 secondes, vous videz l'air et vous recommencez comme ça. Donc vous pouvez faire plusieurs cycles, voilà, entre 3 et 5 cycles respiratoires. Encore une fois, ça peut être fait debout, ça peut être fait assis. L'idée, c'est de faire ça régulièrement et éventuellement, progressivement, d'intégrer ça à l'intérieur de la pratique d'exercices de mobilisation, notamment les exercices que je vais vous présenter après. Autre exercice de respiration que vous pouvez pratiquer en combinant ça avec une bande élastique pour ajouter une composante un peu de traction vertébrale, de décompression du dos. Vous vous placez en position allongée sur le dos, une bande élastique accrochée à un support, les bras tendus au-dessus de votre tête et en fait finalement la bande élastique va venir tracter un petit peu vos bras. Vous devez sentir que vos bras sont un petit peu tractés par la bande élastique. Vous vous écartez un petit peu du point d'ancrage, vous restez dans cette position et vous allez prendre comme ça plusieurs inspirations et vous allez souffler. Vous inspirez sur les mêmes tempos que j'ai décrits tout à l'heure en 3 à 5 secondes. Vous bloquez la respiration de 2 secondes, puis vous expirez. Vous faites ça plusieurs cycles et vous relâchez. C'est également un moyen très simple depuis chez vous d'allier à la fois le travail, les bienfaits de la respiration et un petit peu de traction, de décompression vertébrale. Ensuite, troisième action intéressante, ça va être de venir diminuer les tensions musculaires par des massages, par des automassages. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser différentes techniques pour libérer un maximum de tension dans votre corps. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un rouleau d'automassage. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'il va vous permettre de masser un petit peu toute la zone de votre corps en profondeur, de masser les muscles du dos, les muscles de la région fessière, des cuisses. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez vous positionner sur le rouleau, que ce soit assis sur le rouleau ou le dos sur le rouleau, et vous allez effectuer des manœuvres de va-et-vient pour masser les différentes zones, pour masser vos muscles. Idéalement, moi ce que je vous recommande, c'est de le faire peu mais souvent dans votre journée et surtout de le faire sans forcer. Donc 1 minute à chaque fois par zone, 1 à 2 minutes par zone, toujours en respirant profondément avec le ventre. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai fait récemment une vidéo spécifique sur les automassages où je vous montre une routine simple d'automassage de 12 minutes où je vous montre comment exécuter les exercices. Donc vous retrouvez également cette vidéo en lien dans la description et je vous invite à aller la voir et surtout à appliquer cette séance qui vous fera du bien. Bien entendu, si vous avez la possibilité, vous pouvez vous faire masser par quelqu'un ou par un professionnel de santé, c'est très bien aussi. Mais si vous ne pouvez pas, ou si vous pouvez le faire seul, vous pouvez faire ça également avec vos mains. Vous pouvez même étaler ou faire pénétrer dans le bas de votre dos ou sur la zone douloureuse
une huile végétale combinée à une huile essentielle, comme par exemple l'huile essentielle de Golteri, pour avoir une action encore plus de détente, une action antidouleur un petit peu plus importante. Ensuite, quatrième chose que je vous recommande de faire, ça va être de mobiliser votre dos et l'ensemble de vos articulations sans provoquer de douleur. Donc encore une fois, le mouvement, c'est un élément central. Vous ne devez pas tomber dans la kinésiophobie et avoir peur de bouger votre colonne vertébrale parce que voilà, on vous a dit que vous aviez une hernie discale lombaire. Non, votre colonne vertébrale, elle n'est pas fragile, elle est faite pour bouger et pour bouger dans toutes les directions, que ce soit en flexion, en extension, en rotation. C'est donc fondamental de retrouver une bonne mobilité et de retrouver même de la force dans certains mouvements. Et donc pour ça, je vais vous proposer un exercice qui est très simple de mobilisation articulaire de la colonne vertébrale. C'est celui du chien et du chat, mais avec une bande élastique. Donc c'est très simple, vous vous installez à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, vous placez la bande élastique au niveau de votre dos en ayant les mains placées dans chaque extrémité formée par la bande élastique. Et donc chaque répétition de ce mouvement se fera lentement et avec contrôle en synchronisant votre respiration avec le mouvement. Donc vous inspirez en prenant 2 à 3 secondes pour arrondir le dos et vous soufflez en prenant également 2 à 3 secondes pour creuser le dos. Donc cet exercice peut être fait quotidiennement parce que c'est un exercice qui est doux pour la colonne vertébrale et voilà, ça va vous aider à améliorer un petit peu la mobilité et la souplesse de votre dos. Vous pouvez également le faire dans votre échauffement avant une séance de sport ou dans des routines un peu de réhabilitation du dos. Évidemment, ce n'est pas le seul exercice possible. Il y a de très nombreux exercices qui sont effectuables quand on a une hernie discale lombaire. Ici, je vous présente celui-là parce qu'il est très simple d'exécution et qu'il est réalisable par tous. Ensuite, autre action importante, ça va être de faire du renforcement musculaire équilibré. Donc, renforcer, ça se fait plutôt à base d'exercices de gainage dynamique, d'exercices de musculation intelligents qui vont respecter à la fois votre biomécanique articulaire, qui vont respecter vos articulations pour ne pas créer ou accentuer vos douleurs ou d'autres symptômes ou même d'autres problématiques que vous pouvez déjà avoir peut-être au niveau tendineux, au niveau articulaire. Donc dans cette logique, moi je vous suggérais ici 2 exercices de stabilité parce qu'ils sont simples à réaliser et que la majorité des gens peuvent les réaliser. Évidemment, il en existe de nombreux autres, mais voilà, ceux-là, ils sont simples et rapides à effectuer. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le bear crawl, je crois en anglais. C'est un exercice de gainage qui va vous aider un peu à engager votre musculature profonde, qui va stabiliser votre colonne vertébrale. Donc, l'idée, c'est de vous positionner à quatre pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et vous allez venir soulever légèrement les genoux du sol à environ 2 à 3 cm en maintenant le dos droit. Donc vous allez rester dans cette position en respirant profondément avec le ventre et en maintenant une bonne stabilité au niveau de votre tronc. Donc l'objectif c'est de garder l'équilibre sans bouger. Ça va permettre de renforcer un peu tous les muscles stabilisateurs autour du dos, autour du bas du dos, autour des hanches. Donc vous pouvez maintenir cette position pendant 10, 20, 30 secondes en fonction de votre niveau. Et au fur et à mesure que vous gagnez en force, que vous gagnez en stabilité, vous pouvez augmenter progressivement jusqu'à 30, 45 secondes. L'idée c'est de réaliser on va dire 3 à 4 séries en vous reposant 30 secondes entre chaque série. Ensuite, exercice numéro 2, c'est ce qu'on appelle le pont ou le glute bridge en anglais. Donc ça c'est un excellent exercice pour renforcer les muscles de la chaîne postérieure, renforcer les muscles fessiers, les ischio-jambiers, les muscles du bas du dos, tout en réduisant la pression sur la colonne vertébrale. Donc au niveau de l'exécution, c'est assez simple. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, les pieds à plat au niveau du sol, les talons doivent être suffisamment proches de vos muscles fessiers et vous allez soulever vos hanches vers le ciel en expirant et en contractant fortement les muscles des fessiers. Donc vous allez soulever jusqu'à ce que votre corps forme une certaine ligne droite entre l'épaule et vos épaules et votre bassin et vous maintenez cette position pendant 2 à 3 secondes en serrant bien les fessiers et puis vous allez rebaisser votre bassin. Vous pouvez effectuer une dizaine de répétitions, donc chaque répétition doit effectuer avec contrôle pour éviter de compenser avec le bas du dos. Et là encore, vous pouvez réaliser 2 à 3 séries avec une trentaine de secondes de repos entre chaque série.
Donc encore une fois, il existe de très nombreux exercices de renforcement musculaire, de gainage, du gainage dynamique. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo où je présente des exercices avec bande élastique pour les personnes qui ont déjà été opérées du dos ou même des personnes qui sont sensibles du dos. Je vous mettrai également les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller la visionner. Et enfin, sixième et dernière action importante, ça va être de diminuer l'inflammation et faciliter la cicatrisation. Ça sera important de diminuer l'inflammation de la région lombaire et en même temps d'aider cette région à, entre guillemets, cicatriser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez aider les nerfs à devenir moins sensibles, à rendre leur gaine moins enflammée et éventuellement les facettes articulaires moins enflammées, moins sensibles. Et pour ça, on va pouvoir utiliser l'alimentation et la nutrition, la micronutrition pour réduire cette inflammation. Donc au niveau de l'alimentation, il faudra essayer de se diriger vers ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire. Donc je vous mettrai là aussi des liens dans la description de la vidéo justement pour vous aider à vous diriger vers ce type d'alimentation. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet où je vous parle des aliments à privilégier et des aliments au contraire plutôt à éviter. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de certains compléments alimentaires peuvent aussi avoir une action intéressante au niveau de la micronutrition et au niveau de la réduction de l'inflammation. Dans ce cas de figure, quand on a une hernie discale lombaire, ce qui peut vous aider à réduire l'inflammation et à cicatriser, on va dire, les tissus, mais également les cartilages et les gaines nerveuses, on va essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre certaines molécules, comme par exemple de la curcumine. C'est un complément alimentaire qui va vous permettre de moduler l'inflammation à la baisse, qui va aider aussi les gaines nerveuses à être mieux hydratées. Et en même temps, la curcumine, c'est quelque chose qui contient d'autres molécules qui vont lutter contre l'inflammation localisée. Donc c'est quelque chose qui a un intérêt. Autre complément alimentaire intéressant que vous pouvez tester, c'est tout ce qui va être collagène. Pourquoi prendre du collagène, ça peut être intéressant? Parce que déjà, dans l'alimentation moderne, on remarque qu'on n'en consomme plus suffisamment, ou même voire plus du tout. Et deuxièmement, parce que même si le corps il a la possibilité de réutiliser un certain nombre de molécules dans l'organisme pour fabriquer du collagène, eh bien ce processus, avec le temps, en vieillissant, il devient de moins en moins efficace. Et donc, vous pouvez comme ça accélérer potentiellement des carences en collagène, et vous allez accélérer le vieillissement de certaines articulations. Donc, ça peut être intéressant à vous de tester, d'avoir un apport un peu plus important en collagène. Encore plus si vous êtes déjà sportif, si vous êtes quelqu'un déjà de très actif, ou si vous avez des problèmes articulaires, notamment des problèmes de dos, des problèmes d'hernie discale. Voilà, ça, c'est valable à peu près pour toutes les pathologies, on va dire, articulaires, les douleurs tendineuses, les douleurs discales, tout ce qui arrive finalement en vieillissant. Voilà, je vous suggère de privilégier plutôt des solutions anti-inflammatoires naturelles parce que, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les médicaments anti-inflammatoires, même s'ils peuvent présenter un intérêt sur une période très très courte et si on les utilise correctement, ils amènent quand même tout un tas d'effets secondaires. Et je voudrais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ça? C'est que déjà l'inflammation, elle est à l'origine de la douleur. C'est l'inflammation nerveuse qui vient déclencher vos symptômes, mais paradoxalement, cette inflammation, elle n'est pas là par hasard, parce que c'est grâce à ce phénomène inflammatoire que votre système immunitaire, il va pouvoir agir sur la zone, comme j'ai expliqué en début de vidéo, qui va pouvoir grignoter l'hernie discale, qui va pouvoir cicatriser finalement un peu, aider les tissus à se régénérer, à envoyer les bonnes substances et venir guérir, soigner éventuellement les différents dégâts. Donc si on vient masquer trop longtemps cette inflammation avec des médicaments anti-inflammatoires, eh bien ce phénomène d'inflammation qui est nécessaire, eh bien on risque de le perturber et on va venir retarder, voire empêcher la guérison, la cicatrisation. Donc on sait que l'inflammation, c'est un élément qui est important, c'est un élément qui est important dans la résorption de l'hernie discale naturelle. Donc soyez attentifs, faites attention avec la prise d'anti-inflammatoires. Si vous devez en prendre, prenez-en sur de court terme, discutez-en avec votre médecin, mais sachez que sur le long terme, l'utilisation prolongée des médicaments anti-inflammatoires est néfaste. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à vous former à l'alimentation anti-inflammatoire, à vous renseigner sur ce sujet-là.
Voilà, bah écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que celle-ci vous aura éclairé, vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur cette problématique d'hernie discale lombaire. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, tout se passe dans la section juste en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, encore une fois, je vous invite à rejoindre ma newsletter privée. J'y partage régulièrement des conseils, des astuces, des protocoles complets pour vous aider à prendre soin de votre dos de façon 100% naturelle et sur le long terme. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt dans un prochain contenu. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!